Ils pensaient que le feu masquerait leur crime. Mais un indice minuscule, à peine plus grand qu'une punaise, aura résisté à la chaleur. Un indice qui, à lui seul, contenait toutes les informations nécessaires pour mettre derrière les barreaux un trio d'assassins sans pitié. Une femme a gagné 5000 $ à une table de blackjack avant de quitter le casino. 3 heures plus tard, elle est victime d'un enlèvement. Elle laisse 2 indices derrière elle. Une seule fibre et un morceau de cellophane. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour 2 nouveaux épisodes de nos enquêtes impossibles. Dans les cas d'incendie volontaire, le mobile le plus fréquent, c'est l'arnaque à l'assurance. Alors le schéma typique est le suivant. Le propriétaire d'une société retire discrètement la marchandise de son entrepôt, il met ensuite le feu au bâtiment et attend que celui-ci soit réduit en cendres. Enfin, il déclare la catastrophe à sa compagnie d'assurance, stock qu'il a en fait mis à l'abri précédemment. Si l'origine de l'incendie n'est pas reconnue comme criminelle, alors le propriétaire sera indemnisé. Dans l'histoire qui va nous intéresser maintenant, la petite maison de Danny Vine a été prise dans les flammes pendant plusieurs heures. Il ne reste du domicile qu'une ruine fumante. S'agit-il d'un accident, d'une fraude ou d'un crime plus grave encore? Les enquêteurs sont perplexes. Par une froide nuit de janvier 1991, les pompiers de Camden, dans le Tennessee, sont appelés sur un incendie. Une maison brûle à l'extérieur de la ville. Mais à leur arrivée, il est déjà trop tard. La maison est entièrement ravagée par les flammes. C'était une zone rurale, alors ils ne sont même pas intervenus. Ils ont laissé le feu s'éteindre de lui-même et sont repartis. La maison appartient à Danny Vine. Il n'y a pas de traces de son véhicule sur les lieux. Les pompiers en déduisent qu'il était absent de chez lui au moment de l'incendie. Le pick-up et la remorque n'étaient pas là. En revanche, la voiture de Della Thornton, sa fiancée, était garée devant, les clés sur le contact. Tout le monde a cru qu'elle s'était garée et était repartie aussitôt avec Danny. Il ne reste pratiquement plus rien de leur maison en bois de 3 pièces. La maison était relativement petite, 80-90 mètres carrés maximum. Le lendemain, la famille vient sur les lieux et fouille les décombres. Malheureusement, le frère de Danny retrouve des os parmi les débris calcinés. Le bureau du shérif a été appelé. Les forces de l'ordre sont venues parce que la présence d'ossements sur les lieux d'un incendie justifie naturellement une enquête. Il ne restait plus rien. Les os n'étaient plus que de la poudre, excepté le crâne et les dents. Après une analyse poussée, une équipe d'anthropologues médico-légaux de l'Université du Tennessee conclut que les os proviennent de 2 personnes différentes. À l'aide de leur dossier dentaire, ils identifient les 2 victimes comme étant Danny Vine et sa petite amie Della Thornton. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Je me disais que ce n'était qu'un rêve et que j'allais sans doute me réveiller. Parce qu'on vit dans une petite ville. À Camden, on est à la campagne. Ce n'est pas le genre de choses qui arrivent ici. Âgé de 27 ans, Danny Vine était plongeur-pêcheur professionnel. Il achetait et vendait des coquilles de moules qu'on utilise pour faire des bijoux en nacre et des perles de culture. C'est une activité dans laquelle les transactions se faisaient uniquement en espèces à l'époque. Les acheteurs devaient en permanence avoir 5 ou 10 000 $ en liquide sur eux pour s'approvisionner en coquilles. D'après tous ceux à qui j'ai parlé, Danny était correct avec tout le monde. Il payait le bon prix et quand il promettait quelque chose, il tenait parole. Sa fiancée, Della Thornton, était âgée de 29 ans. Elle travaillait à l'usine. Le jeune couple avait prévu de se marier quelques mois plus tard. Della était une gentille fille. Elle avait une voix très douce. C'était quelqu'un de facile à vivre. Une jolie blonde aux yeux marrons. Ils formaient un beau couple. Leurs os ont été retrouvés dans le salon, sur les restes calcinés du canapé. L'enquête s'oriente immédiatement vers la thèse du double meurtre ou du meurtre suivi d'un suicide.
C'était un élément important, parce que quand votre maison brûle, vous ne restez pas assis dans le canapé à manger du pop-corn en la regardant brûler. Vous essayez de sortir, si vous êtes encore en mesure de le faire, si vous n'êtes pas blessé ou entravé par quelque chose. Les enquêteurs retrouvent également les restes calcinés du chien du couple. Le seul être qui paraissait avoir été encore en vie au moment de l'incendie était le petit chien. Il était recroquevillé dans un coin. Un chien policier spécialement entraîné détecte la présence d'un accélérateur de feu. Et effectivement, près de la porte d'entrée, les traces laissées par le feu montrent que celui-ci ne s'est pas propagé naturellement. Les traces que le feu a laissées permettent de déterminer sa progression. Quand un liquide inflammable a été versé, ça se voit. Au lieu de monter comme elle le ferait naturellement, les flammes suivent sa trajectoire. La chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse des cendres confirment que le feu a été allumé avec de l'essence. Selon les estimations des experts, environ 40 litres d'essence ont été déversés sur la maison et sur les corps. Le feu n'a pas seulement fait disparaître les corps de Danny, d'Ella et de leurs chiens, il a également détruit les indices potentiels. Un anthropologue médico-légal établit que Danny Vine et Della Thornton ne sont pas morts dans l'incendie. Ils l'étaient déjà avant. Il trouve des résidus de balles dans le crâne de Danny. Quand une balle en plomb pénètre dans l'os, la chemise de la balle éclate. Et la balle se désagrège. Elle éclate à l'intérieur du crâne et vous obtenez des fragments denses et minuscules, de la taille d'une épingle, à travers lesquels les rayons X ne passent pas. Ce sont ces zones blanches ou claires qu'on voit sur les radios. La balle provient d'un calibre 38. Des fragments de plomb sont également retrouvés dans le crâne de Della. À ce stade, il était évident que c'était un meurtre et pas un suicide, parce qu'aucun calibre 38 n'avait été trouvé dans la maison. Il y avait bien un 45 qui appartenait à Danny, mais pas de 38. Donc la personne qui avait tiré avait forcément quitté les lieux. On était sûr d'avoir affaire à un meurtre. Le pick-up de Danny est repéré sur une route déserte à quelques kilomètres du domicile de Danny et Della. La remorque est toujours attachée au véhicule, mais elle est vide. Les amis de Danny indiquent à la police avoir vu celui-ci transporter 2500 $ de marchandises dans sa remorque avant le meurtre. Les enquêteurs ont désormais un mobile potentiel. Pour un plongeur-pêcheur professionnel, une remorque pleine de coquillages, c'est un paquet d'argent à la clé. On a également repéré les traces d'un autre véhicule qui s'est égaré dos à la remorque pour transférer la marchandise. On avait localisé le pick-up, les coquillages avaient disparu. À partir de là, pour nous, le mobile était le vol. Malheureusement, le véhicule ne présente pas la moindre empreinte. Le pick-up avait été nettoyé. Il n'y avait aucune empreinte dans le véhicule, pas même celle de Danny Vine. Danny achetait aussi des coquilles de moule à des plongeurs indépendants et les revendait à des entreprises qui en faisaient des bijoux ou cultivaient des perles avec. On peut vraiment dire que quasiment toutes les perles vendues dans le monde sont originaires du fleuve Tennessee. Grâce à son métier, Danny a réussi à s'assurer une situation financière assez confortable. Car les moules que l'on trouve au Tennessee intéressent particulièrement les industriels. À partir de la nacre des coquilles de moule, on peut en effet fabriquer des boutons, des bijoux fantaisie, du rouge à lèvres ou encore des bibelots. Mais les mollusques sont surtout élevés pour la culture de perles. On introduit dans la moule des morceaux de coquilles d'une autre moule d'eau douce et un seul de ces coquillages peut produire jusqu'à 50 perles. Une propriété qui intéresse particulièrement les acheteurs japonais. En 1991, année du meurtre de Danny et de sa fiancée, les États-Unis avaient exporté 9000 tonnes de coquilles pour l'industrie perlière au prix de 6 $ la livre. On comprend dès lors l'intérêt que pouvait susciter le contenu de la remorque de Danny pour des connaisseurs. Reste maintenant à mettre la main sur les voleurs. La police pense qu'il s'agit de personnes qui exerçaient le même métier que la victime. Les plongeurs-pêcheurs de moules d'eau douce sont réputés pour leur fort tempérament.
C'est un métier qui nécessite d'être fort physiquement et mentalement. Il faut plonger dans les fonds glacés et troubles du Tennessee et mettre les mains dans la vase en espérant ne pas tomber sur autre chose que ce dont vous avez besoin. La majorité des plongeurs, pas tous, mais une grande majorité de ceux qu'on a rencontrés dans le cadre de cette affaire, avaient plusieurs condamnations pénales à leur actif. Puisque le mobile du meurtre semble être le vol, la police contacte toutes les entreprises qui ont acheté des coquillages dans les 2 semaines qui ont suivi le crime. C'est ainsi qu'ils obtiennent une première piste. Une de ces entreprises dit s'être vue proposer des coquilles suspectes. Elles avaient perdu toute leur eau. Après plusieurs jours hors de l'eau, les coquilles s'ouvrent un peu et toute l'eau part. Or, étant vendues au poids, une fois qu'elles ont perdu leur eau, elles ne valent plus du tout le même prix. De plus, les coquillages en question étaient abîmés, comme s'ils étaient déjà passés dans un tamis qui permet de les trier en fonction de leur taille. Quand un lot de coquillages arrive chez un acheteur avec des ébréchures et des marques qui laissent penser qu'ils sont déjà passés au tamis, c'est le signe que soit ces coquillages ont été volés, soit... Non, en fait c'est la seule explication qui tienne. Les enquêteurs apprennent que la personne qui a vendu ces coquillages abîmés est la femme d'un pêcheur de la région, un dénommé Gary Bruce. Gary et ses 2 frères, Jerry Lee et Robert, ont déjà été arrêtés à de nombreuses reprises pour divers crimes. Ils ont malgré tout souvent échappé à la justice, intimidant d'éventuels témoins. Je me rappelle une fois où j'interrogeais un témoin dans un lieu qui avait été tenu secret. Ils ont fait exploser quelque chose juste derrière le bâtiment où l'interrogatoire avait lieu pour faire comprendre aux témoins qu'ils pouvaient l'atteindre à tout moment. Un des frères, Jerry Lee Bruce, avait été condamné pour viol et tentative de meurtre. Il avait violé une jeune fille et l'avait étranglée. Il la croyait morte, mais par chance, elle avait survécu et témoigné contre lui. Au moment des faits, il était sorti de prison. Il avait obtenu la grâce du gouverneur quelques années plus tôt. On les a convoqués. Leur mère, Kathleen Bruce, les a accompagnés et leur a fourni un alibi. Elle a dit qu'ils étaient tous chez elle, dans un hangar à l'extérieur à jouer au billard, toute la nuit. Ils ont interrogé une femme qui a dit s'être trouvée à la caravane des Bruce ce soir-là, avec Kathleen Bruce, et aucun des frères ne s'y trouvait. D'après un commerçant de la région, les frères Bruce se sont arrêtés à une station-service ce même soir, quelques heures avant l'incendie de la maison de Danny Vine. Les Bruce se sont garés, ont sorti 2 jerrycans d'essence de 20 litres et les ont remplis. Un des frères a dit au gérant de la station que ça allait chauffer à Camden ce soir-là. Pour nous, il faisait référence à l'incendie. Mais à elle seule, cette information ne constitue pas une preuve. Leur alibi ne tenait pas, mais rien ne les plaçait sur les lieux du crime. Il y avait des rumeurs, des insinuations, des gens qui disaient qu'ils étaient à un endroit alors qu'ils étaient ailleurs. Alors, les enquêteurs se concentrent sur les seuls indices matériels dont ils disposent, les restes calcinés des 2 victimes. Leur anthropologue médico-légal leur fournit de précieuses informations. Les traces laissées par le feu indiquent que Danny Vine est tombé en avant sur le canapé après avoir reçu une balle dans la tête. C'était une bonne nouvelle pour l'enquête, parce qu'il se trouve que l'endroit où la balle s'était logée était la partie la moins calcinée du cadavre. L'intensité du feu n'avait pas été aussi forte à l'avant du crâne qu'à l'arrière. Le plomb à l'intérieur de la balle a fondu, mais la chemise en cuivre de la balle qui a éclaté en touchant l'os n'a pas été détruite. Le cuivre a un point de fusion de 1085 degrés Celsius. Le noyau en plomb, la partie centrale de la balle, elle, avait fondu, sachant que le plomb a un point de fusion de 327,5 degrés Celsius. La chemise en cuivre de la balle comporte des rayures qui permettent d'identifier l'arme avec laquelle elle a été tirée.
Mais les Bruce nient posséder un pistolet de calibre 38. Le droit de posséder et porter une arme à feu est garanti par le 2e amendement de la Constitution des États-Unis. La législation en matière de contrôle des armes à feu est plus laxiste en Amérique du Nord qu'en France. Ce n'est qu'en 1993 qu'une loi fédérale a été votée pour limiter la détention d'armes par d'anciens criminels. À partir de cette date, les vendeurs d'armes neuves sont obligés de vérifier les antécédents criminels et psychiatriques d'éventuels acheteurs. Or, le meurtre de Danny et de Della a eu lieu 2 ans avant que cette loi ne soit votée. Si les frères Bruce se sont procurés le calibre 38 sur le marché des armes d'occasion, comme le pensent les policiers, il est peu probable qu'une trace de cette transaction existe. Les enquêteurs doivent donc absolument relier l'arme du crime aux 3 suspects pour les inculper. Sinon, tous leurs efforts seront réduits à néant. Eh bien, heureusement, le destin va leur apporter un coup de pouce tout à fait inattendu. On avait une balle, mais pas d'arme à laquelle la comparer. C'est alors qu'un témoin se présente, une femme qui dit avoir accompagné Gary Bruce un jour faire du tir sur cible sur sa propriété. Elle a dit qu'à un moment donné, il s'était arrêté et avait sorti une arme, apparemment un revolver de calibre 38. Et il a tiré quelques balles sur un arbre. La femme conduit les enquêteurs sur la propriété de Gary Bruce, à l'endroit où cela se serait produit, et leur montre l'arbre. Effectivement, les enquêteurs constatent la présence d'un impact de balle dessus. L'arbre est alors abattu pour pouvoir examiner le projectile à l'intérieur. Le puzzle commençait à se mettre en place et à prendre forme. On sentait qu'on tenait là une preuve cruciale pour l'affaire. Les enquêteurs utilisent un marteau et un burin pour accéder à la balle logée dans l'arbre sans l'endommager. Quand ils arrivent enfin à elle, ils ont la confirmation que leur témoin a dit vrai. Il s'agit bien d'un projectile de calibre 38. La balle prélevée dans l'arbre et celle retrouvée dans le crâne de Danny Vine sont envoyées à un expert en balistique, Tommy Eflin. Dans la plupart des armes à feu, un ensemble de spirales hélicoïdales ont été creusées ou imprimées dans le canon, soit vers la droite, soit vers la gauche. Ce sont elles qui donnent à la balle la vitesse de rotation nécessaire pour atteindre sa cible. Bien que les 2 balles aient été sérieusement endommagées, l'expert en balistique Tommy Eflin est en mesure de comparer leurs striations. Il constate que les arêtes et les sillons sont absolument identiques. La correspondance était parfaite, c'était la même arme qui avait servi. On ne l'a jamais retrouvée, mais on pouvait prouver qu'elle était à Gary Bruce. C'était une preuve circonstancielle, mais capitale. Grâce à ça, on a pu déterminer de quelle arme la balle provenait et à qui elle appartenait. Grâce à une simple balle perdue dans un arbre, les frères Bruce sont arrêtés et inculpés de 2 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. Mais juger les 3 frères se révélera moins facile que prévu. Quand Carol Vine apprend que les frères Bruce ont été arrêtés pour le meurtre de son fils Danny et de sa future belle-fille Della, elle blêmit. Elle se souvient que Della lui avait raconté que Jerry Lee Bruce lui avait fait des avances peu de temps avant son meurtre. Jerry avait essayé de la convaincre de sortir avec lui à cette époque, peu de temps auparavant. Et elle lui avait dit non. Elle lui avait répondu qu'il n'arrivait pas à la cheville de Danny. À mon avis, c'est pour ça qu'il lui a tiré dessus. Pour la tuer. Pour l'accusation, le mobile premier reste néanmoins le vol. C'était l'hiver, les eaux du Tennessee étaient glaciales, trop glaciales au goût des frères Bruce. Ces derniers ont préféré voler les coquillages de Danny plutôt que de les pêcher en plongeant eux-mêmes. La nuit du meurtre, des témoins disent avoir vu les 3 frères Bruce à une station-service remplissant des jerrycans d'essence en plastique. Gary Bruce fanfaronne même devant le gérant en lui affirmant que la nuit va être chaude à Camden.
La théorie de l'accusation est que les frères Bruce ont dépouillé Danny Vine de tout le liquide qu'il avait sur lui avant de l'assassiner. Della serait arrivée à la maison alors que le vol était en cours. En voyant la voiture des Bruce, elle comprend que quelque chose est en train de se passer. Elle se précipite à l'intérieur pour aider Danny. Les Bruce les abattent avec un pistolet de calibre 38. Les analyses chimiques prouvent qu'ils ont ensuite versé de l'essence dans toute la maison, puis allumé le feu. En mettant le feu à la maison de Danny Vine, les Bruce pensaient effacer toute trace de leur crime. C'était méconnaître les compétences de la police scientifique. Oh, certes, les corps de Danny et de Della ont été réduits à l'état de poussière. Mais dans cet amas, leurs dents et leurs crânes sont restés intacts. Et la présence de près de 40 kilos d'essence a pu être prouvée. Un chien spécialement dressé pour reconnaître son odeur l'avait détecté. Aux États-Unis, police et pompiers font appel à ces chiens renifleurs d'accélérateurs de feu depuis 1989. À cette date, une formation spécifique a été créée qui délivre un certificat au couple chien-maître. Et l'efficacité de ces chiens ne fait aujourd'hui plus aucun doute. Dans notre affaire, la présence de l'essence n'est toutefois pas la seule preuve concrète qui incrimine les frères Bruce. La position du cadavre de Danny empêchera la fonte de la chemise en cuivre de la balle logée dans sa tête. C'est ce fragment de balle minuscule qui permettra de relier les Bruce au crime. Les frères conduisent le véhicule de Danny et sa remorque dans un endroit désert et repartent avec sa marchandise d'une valeur de 2500 $. Ils pensent bien à effacer toute empreinte sur le véhicule, mais commettent une énorme erreur avec les coquillages. Ils ne devaient pas savoir que Danny avait déjà passé les coquillages au tamis pour déterminer leur valeur, ou peut-être s'en moquait-il. Quand la femme de Gary Bruce tente de les revendre, les acheteurs potentiels comprennent immédiatement que la marchandise a été volée. Le commerce des coquillages représente $1,5 million. Beaucoup de gens achètent des coquillages illégalement, sans forcément demander une preuve de leur provenance quand ils ont un doute. Mais ils sont obligés de demander un reçu. C'est une formalité obligatoire. Et en l'occurrence, on a mis la main sur ces reçus et retrouvé la trace des coquillages. Les Bruce les avaient vendus à Perry, plus au nord, dans le Tennessee. Tandis que les frères attendent leur procès, Gary Bruce réussit à passer à travers le grillage de la cour de sa prison et il s'évade. On a eu les pires difficultés à le retrouver. On a utilisé tous les moyens possibles. Cheval, bateau, hélicoptère. Les recherches ont mobilisé tous les services de police. Pendant 14 mois, Gary Bruce réussit à échapper à la police. Il figure même dans la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. Finalement, grâce à un informateur anonyme, il est appréhendé à 320 km de là, à Nashville, dans le Tennessee, où il travaillait comme paysagiste. Gary, Jerry Lee et Robert Bruce sont tous les trois poursuivis et reconnus coupables de 2 meurtres avec préméditation, incendie volontaire, violation de la réglementation sur les armes et entrave à la justice. Ils sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ils ont fait tout ça pour de l'argent. Mais ils m'ont privé de mon enfant. Ils ont privé les Thornton de leur fille. Et ils nous ont privés des petits-enfants qu'on aurait pu avoir. Kathleen Bruce, la mère des 3 frères, âgée de 60 ans, est inculpée pour avoir fourni un faux alibi à ses fils. Elle sera condamnée à 8 ans de prison. Je ne crois pas qu'ils avaient anticipé ce qui les attendait. Mais le fait est qu'ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Ces arrestations ont réjoui beaucoup de monde. Et après ça, la criminalité a sérieusement baissé dans le comté de Benton et ses environs. Les frères Bruce n'étaient pas de taille à lutter avec les experts de la police scientifique.
On a eu beaucoup de chance dans cette affaire. Les gens croient qu'en allumant un feu, ils vont tout faire disparaître, mais ce n'est pas le cas. Il reste toujours... Le scientifique a joué un rôle absolument crucial dans ce dossier. Sans la balistique, sans l'expert en incendie, on n'aurait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent pour résoudre cette affaire. Parce qu'ils étaient prêts à tout pour s'accaparer une cargaison de 2500 € de moules, y compris à aller jusqu'au meurtre, les frères Bruce passeront le reste de leur vie en prison. À cause d'eux, les parents de Danny et de Della, qui étaient en plein préparatif du mariage de leurs enfants, ont dû abandonner leurs rêves et se résoudre, la mort dans l'âme, à organiser une toute autre cérémonie, un enterrement. Cette histoire nous révèle que l'image du pêcheur de coquillages, proche de la nature, défendant des valeurs et des plaisirs simples, est peut-être plus éloignée de la réalité que ce que nous imaginions. Dans le milieu des pêcheurs de moules, hélas, les agressions ne sont pas rares. Tenez, en novembre 2013, à Hauteville-sur-Mer, dans la Manche, une éleveuse de moules comestibles de 62 ans a ainsi été violemment agressée par 4 hommes pêcheurs de loisirs. La pauvre femme avait seulement essayé d'empêcher les 4 individus de lui voler les moules sur ses pieux. Elle a dû être hospitalisée. Poursuivons, si vous le voulez bien, avec notre seconde affaire. Lorsqu'une jeune femme est agressée puis enlevée dans une voiture, les policiers n'ont que très peu d'éléments matériels sur lesquels se reposer. Sans scène d'agression ou de crime. Difficile en effet pour eux d'effectuer les prélèvements habituels pour trouver empreintes, traces d'ADN, cartouches ou éclaboussures de sang par exemple. Les policiers vont alors souvent commencer leurs investigations en s'intéressant à la victime. Après avoir retracé son emploi du temps, les heures précédant le crime, ils vont tout passer au crible, fouillant dans son passé, ses relations professionnelles, amicales, amoureuses, voire même clandestines. Sachant que, dans la plupart des cas, la victime connaît son agresseur, c'est dans l'entourage de celle-ci que les enquêteurs vont chercher leur premier suspect. Mais dans cette affaire, les choses pourraient se révéler beaucoup plus compliquées. La ville de Tunica, dans le Mississippi, est la 3e plus grande concentration de casinos des États-Unis. C'est aussi la destination de prédilection de Shannon Sanderson et de son second mari, Robert. Le 19 avril 1996, le couple avait prévu une escapade à Tunica à l'occasion du 58e anniversaire de Robert. Mais à la dernière minute, ce dernier annule tout. Il lui a dit que ses filles d'un autre mariage étaient passées le voir avec un gâteau d'anniversaire, qu'il voulait passer un peu de temps avec elles et préférait reporter leur départ pour Tunica. Une querelle s'ensuit, mais Robert choisit de rester à la maison. Shannon conduit alors ses enfants d'un précédent mariage chez la babysitter et elle part toute seule au casino. Elle va jouer au blackjack toute la nuit. À la fin de la soirée, elle a gagné 5000 $. Elle a voulu récupérer ses gains en liquide. Ils ont essayé de la convaincre d'accepter un chèque, mais elle a refusé. Shannon part du casino à environ 3 heures du matin. Elle se rend directement chez sa babysitter pour récupérer ses enfants. Mais une fois sur place, elle est agressée. Sa babysitter est alertée par des cris dehors. Elle a vu un individu portant une casquette de baseball rouge qui forçait Shannon à entrer dans un coupé rouge. La voiture file avant qu'ils aient eu le temps d'intervenir. Ils ont retrouvé un faux ongle qui avait été perdu dans la lutte et un bouton de la robe que portait Shannon ce soir-là. Ces 2 éléments constituant bien entendu des preuves. Un des voisins a pu identifier l'agresseur. Un voisin a vu le mari de Shannon au volant du véhicule. Quand il est interrogé par la police plusieurs heures plus tard, Robert, le mari de Shannon, réfute toute implication. Il déclare que ses enfants sont venus lui fêter son anniversaire et qu'à leur départ, il est allé se coucher et est resté seul toute la nuit. Personne ne pouvant confirmer son alibi, la police demande à Robert s'il veut bien se soumettre au détecteur de mensonges.
Son avocat a refusé qu'il fasse le test, de même qu'il l'a empêché de faire la moindre déclaration, hormis ce qu'il avait déjà dit aux agents en uniforme dépêchés sur place la nuit de l'enlèvement. Ça nous a interpellés. On ne pouvait raisonnablement pas l'enlever de la liste des suspects. Une enquête sur la vie du couple révèle que les époux avaient leur lot de problèmes. C'était pour tous les deux un remariage et 33 ans les séparaient. Certains membres de la famille nous ont signalé que le couple entretenait des relations anormalement compliquées et que cette dispute qu'ils avaient eue à propos de l'anniversaire n'était pas un incident isolé. Leur mésentente était un problème récurrent. Si Robert Sanderson sait quelque chose au sujet de la disparition de sa femme, il n'en dit rien. Et la police n'a aucune idée de l'endroit où elle pourrait se trouver. Plusieurs témoins ont assisté à l'enlèvement de Shannon ce petit matin-là, et l'un d'eux a déclaré que l'agresseur ressemblait au mari de Shannon, Robert. On avait un témoin qui disait avoir vu un véhicule rouge et avait identifié l'agresseur comme étant Robert Sanderson. C'était l'élément de preuve le plus solide en notre possession à ce moment-là. En tout, 4 personnes habitant à proximité du lieu de l'enlèvement ont apporté leur témoignage à la police. Alors il y a d'abord Edward Holland, l'ex-beau-père de Shannon. Il déclare avoir été réveillé par les aboiements d'un chien vers 4h45 du matin. Regardant par la fenêtre, il dit avoir aperçu la victime penchée derrière sa voiture. Elle disait « Ne fais pas ça, ne fais pas ça !» Edward Holland a pensé qu'elle parlait à son mari. Mais le temps qu'il s'habille pour aller voir de plus près, Shannon avait déjà disparu. Il y a aussi William et Anna Dillon. Le couple a été réveillé à la même heure. Anna a vu qu'une personne se débattait à l'arrière d'une voiture garée sur le trottoir à quelques mètres de chez eux. Enfin, un 4e voisin, Johnny Rose, alors qu'il conduisait pour rentrer chez lui, a croisé la voiture de Shannon sur la route vers 4h30. Pour lui, il n'y a pas de doute, la jeune femme était suivie par une autre voiture à la couleur sombre. Robert nie être impliqué et déclare ne pas posséder de véhicule rouge. Pourtant, il est l'une des seules personnes à savoir où Shannon s'est rendue ce soir-là. C'était quelqu'un qui avait gagné beaucoup d'argent dans le domaine de la sécurité et qui pouvait savoir des choses qu'une personne lambda n'est pas censée connaître. Outre les rumeurs à propos de leur mésentente, les enquêteurs vont également découvrir l'existence d'un éventuel mobile financier. Un contrat prénuptial avait été conclu. Il avait en fait été signé après le mariage et stipulait un certain nombre de conditions. Il y était question d'un appartement qu'il devait lui procurer et d'une somme de 10 000 $ qu'il était censé lui verser si jamais leur mariage venait à échouer. Robert avait fait signer ce contrat à Shannon seulement 15 jours avant sa disparition. C'était un élément important, assez rare pour une enquête sur un homicide ou un enlèvement pour que le département de police de Memphis en tienne compte. C'était un élément inhabituel. Les semaines passent et toujours aucune nouvelle de Shannon ni de son ravisseur. Sa famille et ses amis distribuent des tracts signalant sa disparition dans toute la ville. Et la police demande au public de faire remonter toute information susceptible de l'intéresser. Elle va également interroger l'ex-mari de Shannon, Michael. Leur divorce ne remonte qu'à 1 an et demi. Je n'avais aucune idée de ce qui avait pu lui arriver. Un des policiers m'a appris que je figurais parmi les suspects. Ils m'ont interrogé pendant environ 1 semaine, ici au poste du centre-ville de Memphis. Michael dit avoir un alibi. Il travaillait pour une société de produits chimiques la nuit de l'enlèvement. Cet alibi va rapidement être confirmé par les enquêteurs. Ces derniers vont également découvrir qu'il y avait un autre homme dans la vie de Shannon. Brett Muscamp. Ce dernier était sorti pendant quelque temps avec Shannon entre le moment de son divorce et celui de son remariage avec Robert. Apparemment, Muscamp n'a pas bien pris leur rupture. Il y a eu des problèmes entre Shannon Sanderson et lui. Il lui téléphonait sans cesse et la harcelait. Il la suivait quand elle se déplaçait en voiture. Un jour, il a carrément bloqué son véhicule. Elle était terrorisée. Shannon engage des poursuites contre lui et obtient une mesure d'éloignement à son encontre.
Comme les autres suspects, Muscamp réfute toute implication dans la disparition de Shannon. L'alibi de son ex-petite amie était sa mère, chez qui il disait avoir dormi, ce que sa mère a confirmé. Ça semblait plausible. À la recherche d'une nouvelle piste, les enquêteurs décident de suivre le parcours de Shannon la nuit de son enlèvement et commencent par visiter le casino de Tunica où elle a joué toute la nuit. Une fois de plus, leur attention va se porter sur Robert Sanderson. Un des responsables adjoints du casino assure avoir vu le couple ensemble cette nuit-là. Il se rappelait avoir vu Shannon et Robert Sanderson se disputer. Il est même allé jusqu'à dire qu'il avait surpris Shannon Sanderson recroquevillée dans un coin du casino. Elle lui aurait confié avoir peur de son mari. Le responsable du casino va également raconter comment Robert Sanderson lui aurait demandé son aide pour se forger un alibi. Il se souvient que Robert Sanderson est revenu au casino après l'enlèvement de Shannon Sanderson. Alors qu'il parlait à M. Birchfield, il aurait dit « Vous savez que je n'étais pas ici cette nuit-là ». Un mois après la disparition de Shannon, un homme trouve les restes d'un corps dans une ferme inhabitée à quelques 70 km des lieux de l'enlèvement. L'étude dentaire comparative confirme que le corps retrouvé est celui de Shannon Sanderson. Shannon a reçu une balle derrière l'oreille, un seul tir qui l'a tuée, bien entendu. Avant cela, elle avait été frappée plusieurs fois au visage. Sa mâchoire était cassée. Et je crois qu'elle avait une dent qui bougeait et une autre fêlée. Les 5000 $ de Shannon ont disparu, de même que ses bijoux. Ces faits nouveaux suggèrent que le mobile était le vol. Shannon Sanderson, 25 ans, a été retrouvée morte dans une ferme déserte à 70 km de chez elle. Elle laisse derrière elle 3 jeunes enfants issus de son premier mariage. À l'époque, ils étaient seulement âgés de 3, 5 et 7 ans. Je leur ai dit que c'était quelqu'un de bien, une mère aimante, qu'elle tenait beaucoup à eux et qu'aujourd'hui encore elle tient à eux. Elle continuera de veiller sur nos enfants jusqu'à la fin de leurs jours. Le principal suspect dans l'affaire est le second mari, Robert, qui n'a pas été en mesure de fournir un alibi solide pour la nuit du meurtre. Un employé du casino se souvient avoir vu Robert au casino avec Shannon cette nuit-là. Le visionnage des bandes de vidéosurveillance du casino confirme la présence de Shannon Sanderson dans l'établissement ce soir-là. En revanche, son mari, Robert, n'apparaît nulle part. On a pu déterminer que cette nuit-là, il n'y a pas eu d'altercation et que Robert n'était pas au casino. Parce qu'on a pu tout retracer, avec qui elle était, à quel endroit et quand elle est partie, s'il y avait quelqu'un avec elle. Et bien sûr, Robert n'y était pas. L'enquête sur le meurtre de Shannon dure depuis plusieurs semaines. Pendant ce temps, la police a reçu de nombreux appels concernant l'affaire. L'un d'eux provenait d'une certaine Sharon Powers. Elle a appelé le département de police de Memphis et a déclaré « Mon mari, Gerald Lee Powers, était au casino la nuit où cette femme a été enlevée. Il conduisait une voiture rouge et portait une casquette de baseball rouge. C'est tout ce qu'elle a dit à la police. » Sharon Powers en sait-elle plus qu'elle ne le dit? Très certainement. Mais les enquêteurs ne veulent pas la brusquer. Elle a peut-être peur de son mari et peur des représailles si jamais celui-ci apprenait qu'elle avait parlé. Les policiers vont donc tenter d'établir un lien de confiance. Et ils finiront par apprendre que le lendemain de la disparition de Shannon, Gerald Lee Powers était rentré chez lui vers 9h30 du matin. Il portait les mêmes vêtements que la veille. Selon Mme Powers, il était de bonne humeur, mais paraissait tout de même un brin nerveux. Gerald expliqua à sa femme qu'il avait gagné beaucoup d'argent au casino et il lui donna un billet de 100 $. Gerald avait nettoyé son véhicule de fond en comble, intérieur comme extérieur. Drôle d'activité nocturne, se dit-elle. Et elle commença à soupçonner son mari d'adultère.
Une enquête sur son identité révèle que Gerald Powers, un ouvrier du bâtiment âgé de 41 ans, a un lourd passé criminel. Gerald Lee Powers était connu pour avoir déjà terrorisé plusieurs femmes. Une fois, il a sauté dans la voiture d'une inconnue et l'a menacée avec un couteau. Celle-ci a miraculeusement réussi à lui échapper. Mais une autre a eu moins de chance. Il est entré chez elle par effraction et l'a frappée à coups de poêle à frire avant de lui dérober son argent et ses bijoux. Pour cette agression, Powers a passé 7 ans en prison. Mais la police est face à un problème. Il a littéralement disparu de la circulation. Un mois plus tard, elle finit par le retrouver à la frontière mexicaine alors qu'il tente de rentrer aux États-Unis. Ils lui ont fait ranger son véhicule. L'agent aux frontières a dégainé son arme. Powers a compris qu'il n'avait aucune chance et il s'est rendu. Powers conduisait un coupé rouge du même modèle que celui signalé par le témoin de l'enlèvement de Shannon. Mais Powers affirme avoir un alibi pour la nuit du meurtre de la jeune femme. On n'était pas sûr qu'il était impliqué. D'après ce qu'il avait déclaré à la police, il était allé rendre visite à une amie malade. Cet ami, qui vit à 80 km du casino à Clarksdale, confirme cet alibi. Mais dans le coffre de Powers, les enquêteurs trouvent un morceau de faux ongle avec du vernis rose. Il ressemble à l'ongle retrouvé sur la scène de crime. Les enquêteurs entreprennent alors la démarche inhabituelle d'exhumer le corps de la victime. Il fallait qu'on vérifie si c'était bien ces faux ongles à elle qui avaient été retrouvés. Comme les enquêteurs s'en doutaient, Shannon avait effectivement des prothèses collées sur ses vrais ongles. Celles-ci sont envoyées au laboratoire médico-légal pour comparaison. On nous a envoyé plusieurs ongles artificiels. L'un provenait des lieux de l'enlèvement. Un autre avait été prélevé sur la victime lors de son autopsie. Et le dernier avait été collecté dans le coffre du véhicule du suspect. Observé au microscope, l'ongle récupéré sur les lieux de l'enlèvement correspond bien à celui prélevé sur Shannon. Hélas, l'ongle trouvé dans le coffre de la voiture de Gerald Powers a une autre forme et un vernis différent de celui des ongles de Shannon Sanderson. Le faux ongle provenant du coffre du suspect n'était pas le même que celui associé à la victime. Quand on a su que les ongles ne correspondaient pas, ça a été un choc. Tout le monde y croyait dur comme fer, mais en fin de compte, le résultat s'est avéré négatif. Pour savoir si Gerald Powers se trouvait au casino la nuit de l'enlèvement de Shannon Sanderson, les enquêteurs demandent à la direction de les laisser revisionner les bandes de vidéosurveillance. On a eu de la chance parce que les caméras dont on visionnait les bandes étaient normalement tournées vers les tables avec des joueurs. Mais là, il y avait eu un problème et une bande montrait des tables prêtes pour la collecte des gains qui a lieu tôt le matin. Une des caméras était restée coincée. Cette caméra va fournir une image partielle d'un homme portant des baskets blanches, debout à un balcon et regardant en direction de la table de blackjack à laquelle jouait Shannon Sanderson. L'homme descend ensuite l'escalator. Il longe la table de blackjack de Shannon. À la caisse, Shannon récupère ses gains. Puis, un vigile l'escorte jusqu'à sa place de parking. 30 secondes après, l'homme suit Shannon à l'extérieur. La plupart des vidéos sont en noir et blanc, mais il finit par passer devant une caméra de sécurité qui filme en couleur. Il porte une casquette de baseball rouge et il ressemble à Gerald Powers. J'exultais. Il avait fallu beaucoup de travail pour attraper ce gars. On avait quand même passé des centaines d'heures à visionner ces bandes. C'était un travail très fastidieux. Et quand on a finalement tenu notre homme, ça a été l'explosion de joie. Pourtant, le procureur a besoin de plus de preuves contre Powers pour l'inculper et essayer de le faire déclarer coupable. Mais le fait est qu'il n'y en a pas.
À la surprise générale, c'est Sharon, la femme de Gerald Powers, qui va conduire la police jusqu'aux bijoux dérobés à Shannon Sanderson. Elle affirme que son mari Gerald lui a confié à quel endroit il les a cachés. Il lui a dit qu'il avait enterré les bijoux derrière le salon d'un hôtel, dans un vieux canapé abandonné, et que si elle en avait besoin pour une raison ou une autre, il se trouvait là. Ce que la femme ne dit pas, c'est pourquoi son mari lui a révélé cette cachette. Car en fait, même les policiers ne l'apprendront que bien plus tard, Gerald Lee Powers a fini par avouer le meurtre à son épouse. Celle-ci l'avait tellement harcelé de questions sur sa possible infidélité que le criminel avait craqué. Et il avait raconté dans les moindres détails cette terrible nuit du 19 avril 1996. Mais ce n'est qu'après avoir vu un reportage télévisé parlant de l'affaire que Gerald avait indiqué à sa femme où se trouvaient les bijoux. Si jamais il lui arrivait quelque chose, elle en aurait sûrement besoin, avait pensé le meurtrier. Car le reportage était inquiétant pour Gerald. Il faisait état d'un suspect portant une casquette de baseball rouge et conduisant une voiture de la marque Beretta. Gerald n'attendit plus. À la fin du sujet, il mit quelques affaires dans un sac et il prit la fuite. Les bijoux sont effectivement retrouvés dans la cachette décrite par Sharon, enveloppés dans une feuille de papier aluminium et du cellophane rose. Au domicile des Powers, les enquêteurs trouvent du cellophane rose, d'un type identique à celui utilisé pour envelopper les bijoux de Shannon. Au laboratoire de médecine légale, les scientifiques prélèvent des échantillons des 2 morceaux de cellophane et les soumettent à un procédé appelé spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. De la lumière infrarouge est émise à travers chaque échantillon. La quantité de lumière absorbée par chacun est retranscrite sous forme de graphique. Les 2 échantillons ont la même composition et les 2 morceaux de cellophane semblent être de couleurs identiques. Cependant, l'œil humain ne peut distinguer que 110 couleurs différentes. Un microspectrophotomètre, lui, peut en détecter des milliers. Et ce test va se révéler décisif. Ma conclusion, c'est que le morceau de plastique utilisé pour envelopper les bijoux de Shannon provenait du rouleau de cellophane collecté au domicile du suspect. On était très contents. C'était un élément très incriminant à nos yeux, et on savait que pour le jury, ça le serait aussi. Ensuite, les enquêteurs réalisent un examen minutieux de la voiture de Powers. Comme on n'avait pas d'équipement d'expert, pas d'aspirateur ni rien de tout ça, on est allé acheter une brosse adhésive pour vêtements et on l'a passée partout dans l'habitacle. Sur la bande autocollante, une fibre se démarque. C'est une fibre de laine noire, différente des autres. J'ai remarqué que la teinture était distribuée de façon irrégulière sur la fibre. Il y avait une sorte de couleur marron mocha entre les deux, à l'intérieur de la fibre proprement dite. C'était des caractéristiques de teinture bien spécifiques. Les fibres de la robe noire que portait Shannon la nuit de son enlèvement sont comparées à cette fibre noire trouvée dans le véhicule de Powers. Les 2 sont observés au microscope et présentent exactement la même distribution irrégulière de teinture. À l'aide d'un microspectrophotomètre, les scientifiques n'observent aucune différence entre les 2 fibres. La fibre de laine trouvée dans le véhicule de Powers provient donc bien de la robe de Shannon. C'est très gratifiant. C'est ce qui motive la plupart d'entre nous au FBI. Nous avons cette volonté de trouver la vérité. Et dans ces crimes violents, il n'y a pas de témoin. Mais là, on peut avancer un argument valide qui dit que ces 2 personnes ont été en contact. Nous trouvons la vérité. Nous la présentons et nous sommes satisfaits de voir que justice a été faite et bien faite. Le procureur sait que Gerald Powers a regardé Shannon jouer au blackjack. Puis il l'a suivie jusqu'à la caisse, où elle a reçu ses 5 000 $ de gains en espèces. Il pense qu'ensuite, Powers a suivi Shannon pendant les 45 minutes qu'a duré le trajet jusque chez sa babysitter, où elle allait récupérer ses enfants.
Lorsqu'elle est sortie de sa voiture, Powers l'a frappée à la tête, puis l'a fait entrer inconsciente dans son propre véhicule. Personne ne sait où il est allé. Mais à un moment donné, il a tué Shannon avec un pistolet de calibre 25. Il lui a volé ses gains du casino et ses bijoux, puis s'est débarrassé de son corps dans une ferme abandonnée. Il savait à ce moment-là qu'il n'allait pas la laisser en vie à cause de ses précédentes tentatives d'enlèvement, car ses victimes avaient survécu pour l'identifier. En décembre 1998, Gerald Powers est déclaré coupable du meurtre de Shannon Sanderson et il est condamné à mort. Les preuves médico-légales dans cette affaire étaient aussi impressionnantes qu'incontestables. Un juré est venu nous voir à la fin du procès pour nous dire qu'il n'y aurait pas eu d'autre issue possible, vu la somme de preuves qu'on avait réunies, du premier témoin jusqu'au dernier, et que le jury n'avait eu d'autre choix que celui de déclarer Gerald Lee coupable des faits dont il était accusé. La fibre de sa robe, c'était la preuve qu'elle s'était trouvée dans cette voiture, la cerise sur le gâteau. Parce que s'il n'y avait pas eu cette fibre, il aurait été difficile de convaincre 12 personnes que c'était lui, l'auteur du meurtre. Avec Powers derrière les barreaux, c'est un criminel multirécidiviste de moins qui hante les rues. Car l'homme n'en était pas à ses premiers méfaits. Mais ce que le procureur veut que le jury retienne, ce n'est pas la rage intérieure de l'accusé, mais plutôt la douleur des proches de la victime. Et c'est certainement Caroline Holland, la grand-mère paternelle des enfants de Shannon, qui l'exprime le mieux. Elle déclare que chaque jour qui passe, Shannon manque de plus en plus à ses 3 petits, et que les enfants ont vécu un véritable traumatisme. Ils ont désormais terriblement peur que les gens autour d'eux partent l'un après l'autre et ne reviennent jamais. À 3, 5 et 7 ans, ils n'étaient certainement pas prêts à faire l'apprentissage de la mort. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et j'espère vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.